Bonjour et bienvenue dans ce 7-8 l'hebdo. Ensemble, nous ferons le tour de l'actualité de la semaine dans les Yvelines au sommaire de ce vendredi 8 novembre. À l'occasion des cérémonies de commémoration du 11 novembre, des collégiens ont présenté les différents projets réalisés sur la guerre de 14-18 à la rectrice de l'Académie de Versailles. Nous en découvrirons une partie. Depuis le 1er novembre, les premières mesures de la réforme de l'assurance chômage sont entrées en vigueur. Nous reviendrons sur ces changements avec notre invitée, la députée de la 12e circonscription des Yvelines, Florence Grandjus. Incendie du chapiteau de Chanteloup-les-Vignes, journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire et nouvelle étape pour le projet de fusion des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Nous reviendrons sur ce qui a marqué l'actualité locale de cette semaine. Pour les usagers de la ligne N du Transilien, attention ce week-end. Entre le samedi 9 et le lundi 11 novembre, des travaux de modernisation vont avoir lieu. Conséquence, aucun train ne circulera entre Paris-Montparnasse et Versailles-Chantier dès 10h le samedi et jusqu'à 16h le lundi. Des lignes de bus régulières seront renforcées. Concernant l'axe de Rambouillet, pas de train non plus dans les deux sens. Les voyageurs pourront emprunter la ligne U prolongée de la Verrière à Rambouillet. Entre Mantes-la-Jolie et Plaisir-Grignon, même perturbation et des bus en substitution. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site transilien.com. Il y a 101 ans, l'armistice était signé, mettant fin à la Première Guerre mondiale. Les commémorations du 11 novembre ont débuté. Ce vendredi matin, la rectrice de l'Académie de Versailles, Charline Avenel, s'est rendue au collège Léon Blum à Villepreux. Pendant 3 ans, l'établissement sous l'égide de 3 de ses professeurs a mené un projet pour le centenaire de la Grande Guerre, un spectacle mêlant scénettes, lecture de textes en français et allemand et chants de soldats. D'anciens élèves sont venus restituer quelques extraits de ce travail, propos recueillis par Grégory Canalet. On pensait au départ faire quelque chose d'assez intime. C'est venu en fait de la proposition des élèves eux-mêmes qui nous ont dit mais on manque d'ambition, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, on a envie de faire les choses en plus grand. Ça va beaucoup me servir je pense parce que ça m'a permis vraiment de me libérer parce que j'ai vraiment changé en fait entre 4e et 3e, j'ai vraiment évolué et donc du coup c'est vraiment une super expérience de faire ça. C'était un très beau moment, un moment de mémoire et aussi un moment de joie et d'engagement de l'ensemble des lycéens, collégiens et plus jeunes qui peuvent participer à ce travail. Et à la fin de cette émission, vous pourrez retrouver un extrait de leur travail. D'autres élèves engagés au collège La Clé Saint-Pierre à Elancourt. Il accueillait l'opération 1000 chercheurs dans les collèges du Généton pour un cours sur la génétique, la recherche biomédicale et le quotidien d'un chercheur. Une sensibilisation pour les élèves de 3e au métier de la science et aux enjeux des nouvelles thérapies, mais aussi au Téléthon. Mathilde Demilly. Aujourd'hui, dans la classe des 3e 2 du collège La Clé Saint-Pierre, c'est cours de sciences avec le Généton. Au programme, cours de génétique et présentation du laboratoire et des chercheurs de l'AFM Téléthon. J'ai appris déjà du coup sur l'ADN et sur les cellules. Sur les cellules souches aussi et du coup son métier aux représentants, on est en train de travailler sur l'ADN et du coup là c'était un peu plus élaboré, ce qui est logique et normal et du coup on en a appris plus parce qu'on n'était pas allé aussi loin. Leur professeur du jour, Jérôme Denard, ingénieur de recherche qui explique ses missions, ses expérimentations et son programme de recherche sur les patients atteints d'amyotrophie spinale, une maladie neuromusculaire. Ça a été très interactif, ils ont posé beaucoup de questions, des questions pertinentes, des questions auxquelles je n'avais même pas pensé. Il y avait certains élèves qui avaient bien compris le mécanisme de thérapie génique. C'était très, très, très intéressant. Dans le cursus d'un élève de 3e en sciences et vie de la Terre, on retrouve les gènes, les chromosomes ainsi que les cellules reproductrices. Un parfait parallèle avec le travail des chercheurs du Généton. Tous les ans, on a le Téléthon qui intervient au mois de décembre. Donc déjà, ils sauront de quoi ça parle. Ils seront peut-être plus investis dans le projet qui leur est présenté tous les ans à la télévision. Mais pour eux, c'est un peu en dehors de ce que l'on fait au collège. Donc là, du coup, ils ont un lien entre ce que l'on fait au collège, ce que font les chercheurs, et puis ce qui se passe à la télévision. L'opération 1000 chercheurs dans les collèges se terminera fin novembre après avoir fait le tour des écoles pour sensibiliser au métier de la science et des enjeux des nouvelles thérapies.
Le 1er novembre dernier, les premières mesures de la réforme de l'assurance chômage sont entrées en vigueur. Parmi elles, un durcissement des conditions d'accès à l'assurance chômage. Il faut avoir travaillé 6 des 24 derniers mois pour ouvrir des droits, alors que jusqu'à présent, il en fallait 4 sur les 28 derniers mois. Un mois de travail ne suffit plus pour recharger ses droits. Désormais, le délai est allongé à 6 mois. Pour les hauts salaires, ceux à plus de 4 500 € bruts par mois, dégressivité de l'allocation de 30% au bout de 6 mois non travaillés. Enfin, l'assurance chômage est élargie aux démissionnaires et indépendants, mais sous de strictes conditions, notamment 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise et présentation d'un projet de reconversion en commission. Florence Grandjus, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de la 12e circonscription des Yvelines et l'assurance chômage, vous connaissez bien car vous avez travaillé plus de 30 ans pour Pôle emploi. Tout d'abord, pourquoi cette réforme ? Alors, il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'on réforme l'assurance chômage. L'assurance chômage a toujours été en adéquation avec le contexte économique. Alors, l'assurance chômage, l'objectif, c'est d'assurer un revenu de remplacement. C'est une indemnisation qui est versée aux demandeurs d'emploi, mais il est important qu'on soit en adéquation avec le contexte économique, avec la situation donc du marché de l'emploi. Et si en 60 ans d'assurance chômage, il y a eu plus d'une dizaine de réformes, nous sommes aujourd'hui en situation où le taux de chômage est un des plus bas depuis 10 ans. Lorsqu'on regarde un certain nombre d'éléments, eh bien, lorsque l'on voit la reprise d'emploi, comme l'a signalé Muriel Pénicaud, et lorsque l'on voit aujourd'hui que l'on peut gagner plus en ne travaillant pas qu'en travaillant, eh bien, on se dit que c'est le moment ou jamais de se questionner, de s'interroger et de réformer cette assurance de façon à avoir une politique de l'emploi, une politique incitative. Et c'est tout à fait ce sur quoi nous avons travaillé et ce sont donc les mesures qui ont été adoptées et avec une mise en place au 1er novembre dans un premier temps, puisqu'il y aura ensuite des mesures qui seront mises en place en 2020. Oui, on va revenir dessus. Cette réforme, déjà, elle est contestée, notamment par des associations de défense des personnes en recherche d'emploi. Lundi, Grégory Canalé recevait Elisabeth Aiguepers, bénévole au sein des Solidarités Nouvelles face au chômage. On va en écouter un extrait. C'est-à-dire qu'on fait porter aujourd'hui le poids de l'assurance chômage sur les chercheurs d'emploi. Le problème, c'est que ça précarise les plus précaires. C'est-à-dire qu'avant, on parle entre autres des personnes qui enchaînent des CDD. Il suffisait d'avoir 1 mois de travail pendant la période pour pouvoir recharger des droits. Aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois sur la période. Et vous savez, il y a des personnes, c'est pas qu'elles ne veulent pas travailler. Moi, j'en connais pas qui ne veulent pas travailler. Ce sont des personnes qui ont des difficultés à travailler pour des tonnes de raisons. Vous avez la fracture numérique. Aujourd'hui, on cherche du travail uniquement par Internet. Il y a des personnes qui ne savent pas bien faire ça. Donc, c'est compliqué de trouver des contrats. Il y a des personnes qui sortent de l'entreprise, qui sont dans une entreprise depuis 10 ou 15 ans. Elles se retrouvent à faire des CV, mais elles ne savent plus comment faire un CV. Donc, toutes ces personnes-là se trouvent complètement démunies. Et on rajoute de la précarité à la précarité et de l'angoisse à l'angoisse de se retrouver sans revenu. Et l'UNEDIC, qui gère l'assurance chômage en France, prévoit une économie de 4,5 milliards d'euros d'ici 2022. Au regard de ce que disait Mme Aiguepers, est-ce que c'est des économies qui vont peser sur les demandeurs d'emploi ? L'objectif n'est absolument pas de faire des économies et de les faire peser, de faire peser les mesures que nous prenons sur les demandeurs d'emploi. Alors, le rechargement des droits, c'est quoi ? Ça a été mis en place en 2014. En 2014, tous les indicateurs sur le chômage étaient dans le rouge, tous sans exception. Et il y avait une montée importante de la précarité. Donc lorsqu'on a mis en place le rechargement des droits, l'objectif était de permettre à des personnes d'avoir une indemnisation plus longue lorsqu'elles alternaient des périodes d'emploi et des périodes de chômage. Aujourd'hui, la situation n'est pas du tout la même que celle de 2014. On n'a pas le même taux de chômage du tout et surtout, on a une politique de l'emploi qui est une politique incitative, qui est une politique systémique, qui est une politique complète. Notre objectif, c'est de lutter contre le chômage, de lutter contre la précarité. Alors, en fait, comment est-ce qu'on lutte contre la précarité ? On a mis en place les ordonnances travail, on a mis en place la loi Choisir son orientation professionnelle, on a mis en place également un plan important d'investissement pour les compétences. Aujourd'hui, il y a de l'emploi. On a créé 1,5 million d'emplois sur
sur les 2 dernières années. Aujourd'hui, il y a des offres de formation. Le PIC, donc ce plan d'investissement dans les compétences, 15 milliards d'euros sont mis en place pour mettre des formations pour 1 million de demandeurs d'emploi peu qualifiés et 1 million de jeunes. Donc lorsque j'entends qu'il y a des personnes qui ne sont pas en adéquation avec le marché du travail, eh bien aujourd'hui, à Pôle emploi, il faut savoir qu'on peut facilement trouver une offre d'emploi. Il y a plus de 700 000 offres d'emploi sur le site de Pôle emploi. Il y a plus de 300 000 offres d'emploi pour lesquelles on n'arrive pas à trouver des candidats. Lorsque vous êtes un conseiller à Pôle emploi et que vous proposez une offre d'emploi, que vous convoquez une 50aine de demandeurs d'emploi et qu'il y en a qui ne se présentent pas, le conseiller pour l'emploi est en difficulté par rapport également à l'employeur. Je peux comprendre qu'on me dise c'est difficile, on ne trouve pas de travail. Je pense qu'en fait, avec ces mesures, on va également modifier le comportement du demandeur d'emploi. Il va aller plus vite, plus tôt, rencontrer son conseiller Pôle emploi. On renforce également les moyens de Pôle emploi. J'ai 30 ans, vous le précisiez, 30 ans dans le service public de l'emploi. Avant d'être députée, jamais j'ai vu un renfort de 1000 conseillers Pôle emploi lorsque le chômage diminue. J'ai toujours vu, une absence de moyens, entre guillemets, par rapport aux augmentations conséquentes de chômage, pas toujours des moyens en adéquation avec les charges de travail. Là, on met en place des mesures d'accompagnement des demandeurs d'emploi. L'objectif, c'est vraiment d'inciter le retour à l'emploi. Bien évidemment, il y a une fracture du numérique, je l'entends. Bien évidemment, il y a des choses que l'on doit mettre en place et c'est ce que nous allons suivre également avec, Pôle emploi. Donc un renforcement au sein de Pôle emploi, vous l'avez dit, avec 1000 postes ouverts et aussi un système de bonus-malus au sein des entreprises au 1er janvier pour lutter contre l'usage excessif des CDD. Tout à fait. Ça fait partie des leviers sur lesquels on peut modifier les comportements des employeurs. Je pense qu'il faut effectivement, on le sait, il y a très peu de demandeurs d'emploi qui fraudent. Je crois que les enquêtes montrent qu'il n'y a que 12% des demandeurs d'emploi qui fraudent. Mais en fait, quand vous recherchez du travail, c'est difficile. C'est difficile de se mettre dans une dynamique d'emploi. C'est difficile également de refaire un CV. C'est difficile d'être en adéquation exacte avec ce que l'employeur recherche. Il y a des personnes qui sont très éloignées du numérique. Le plan d'investissement dans les compétences, l'objectif, c'est celui-ci. L'objectif, c'est de pouvoir proposer aux demandeurs d'emploi des offres en adéquation ou avec son parcours ou avec sa formation, et donc les ajustements. Et également, avec les mesures que nous prenons, nous luttons contre la précarité, puisque nous allons pénaliser les employeurs avec le système donc de malus pour ceux qui proposent des emplois précaires en grand nombre. Donc ces mesures de 1er novembre, elles sont qu'un début, on l'a dit. D'autres arrivent au 1er janvier, puis en avril 2020, avec notamment un nouveau mode de calcul. Donc celui-ci, il l'inquiète aussi. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Alors, on va être très clair. On critique aujourd'hui beaucoup les mesures qui sont prises. Mais il faut quand même faire le constat que la France a le système d'indemnisation qui est parmi les plus avantageux en Europe. Je crois que sur l'ensemble des pays européens, il n'y a que 2 pays, qui sont l'Allemagne et la Suède, qui ont un système plus strict que le nôtre. Aujourd'hui, pour avoir une indemnisation, il faut 6 mois sur les 24 derniers mois avec les nouvelles règles. Mais c'était la règle qui existait déjà en 2009, avant donc les impacts de la crise économique de 2008. Ensuite, en ce qui concerne donc les mesures que nous mettons en place, il faut savoir une chose, c'est que on n'accepte pas qu'une personne avec des périodes de chômage et des périodes d'emploi, elle puisse gagner plus que quelqu'un qui a travaillé un mois complet. Donc, on va calculer le montant de l'indemnisation sur les jours travaillés et on ne va plus prendre en compte, comme on le faisait, les jours non travaillés. Ça veut dire que pour être indemnisé, aujourd'hui, il va falloir travailler 1 jour sur 4. Dans les autres pays, il faut travailler 1 jour sur 2. Vous voyez ? Donc, on a un système qui est encore très généreux, un système qui est très protecteur, et puis un système sur lequel on a réfléchi. C'est une politique d'ensemble. On veut une politique incitative. On veut, mieux accompagner les demandeurs d'emploi. Parce qu'être en situation de recherche d'emploi, c'est extrêmement difficile. Et vous recevez rarement quelqu'un qui a été licencié qui vous dit qu'il est content d'être licencié. En revanche, ce que l'on constate, c'est que lorsque le demandeur d'emploi
n'est pas accompagné, il va s'installer dans une situation, je dirais, dans un comportement qui ne sera pas forcément proactif. Vous le voyez bien aujourd'hui, j'ai échangé encore récemment, je vois très souvent mes anciens collègues de Pôle emploi, eh bien, ils n'ont jamais autant vu de monde ces derniers jours que depuis qu'on a annoncé la réforme de l'assurance chômage. Les gens viennent pour savoir est-ce que aujourd'hui, comment ça va se passer pour moi, mais ne regardent pas ou ne demandent pas d'offres d'emploi. Or, aujourd'hui, on met en place des équipes donc, de conseillers sur l'entreprise et on travaille encore plus, je dirais, fortement l'offre d'emploi parce qu'on a pléthore d'offres. Je crois qu'on n'a pas loin de 300 000 offres d'emploi qui ne sont pas pourvues à Pôle emploi. On ne peut pas, à un moment donné, quand l'emploi reprend, quand la situation économique va mieux, et Muriel Pénicaud l'a très bien dit, on voit bien l'ensemble des indicateurs et on voit bien que ce sont des emplois qui sont créés, que ce sont, à un moment donné, des employeurs aussi qu'on doit satisfaire, on doit être compétitif. Donc on va rester dans l'emploi, mais sous une autre approche. Mardi soir, lors d'une réunion sur l'engagement au féminin, organisée par votre confrère Didier Bécher, une trentaine de travailleurs migrants syndiqués CGT sont venus à sa rencontre. Leur objectif, interpeller le député sur leur situation et leurs difficultés à obtenir une régularisation malgré leurs emplois, particulièrement pour les femmes, souvent à temps partiel et précaires. Le député a échangé avec eux et se dit prêt à les recevoir à sa permanence pour échanger avec les services de la préfecture et les représentants des entreprises concernées. Florence Granju, vous avez travaillé sur l'intégration des personnes étrangères à l'Assemblée. Comment réconcilier les situations parfois tendues entre demandeurs d'asile, travailleurs et préfecture aux règles strictes? L'immigration, c'est un sujet très sensible et c'est un sujet sur lequel je travaille depuis de nombreux mois. Lorsqu'il y a eu la loi donc asile, immigration, j'ai souhaité participer activement aux travaux. Alors, l'objectif, quel est-il? L'objectif, c'est que les personnes qui peuvent être régularisées, eh bien, que ces personnes-là soient accompagnées. En fait, on veut une politique d'immigration responsable, on veut mieux intégrer les personnes qui sont dans les règles et puis, eh bien, les personnes qui n'ont pas la possibilité d'être régularisées, on veut également qu'elles puissent repartir. Alors, il y a un groupe de travail qui a été mis en place. Nous sommes une cinquantaine de députés et nous travaillons toutes les semaines à raison minimum d'une à deux réunions. La semaine dernière, on a vu également Édouard Philippe avant l'annonce des mesures pour l'immigration. C'est un sujet qui est délicat, c'est un sujet qui est sensible et on ne peut pas rester, je dirais, insensible à certaines problématiques. Je suis très souvent saisie par des personnes par rapport à des dossiers de demande de régularisation et je les étudie toutes. Et il est vrai que je pense qu'on doit s'attacher à faire mieux. Alors, toute autre thématique, jeudi, c'était la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. L'éducation nationale estime que cela toucherait 7% des élèves. Pour lutter contre ce fléau, des jeunes sont formés. 1500 ambassadeurs contre le harcèlement dans les collèges et lycées de l'Académie de Versailles. On écoute Pascal Gautret, président de l'association de l'enfance à l'adolescence, en plateau du 7-8 Journal. Autrefois, le harcèlement scolaire, c'était dans la cour, dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est en fait un harcèlement non-stop, puisqu'on le sait, Internet ne dort jamais. Eh bien, le harcèlement ne s'arrête jamais. Et l'enfant doit vraiment endurer cette maltraitance par ses pairs. Et voilà, c'est pour ça que c'est très dur pour lui et que les conséquences sont fortes aussi. Et la rectrice de l'Académie de Versailles a annoncé la formation de 25 parents pour détecter les signaux. Florence Granju, vous faites partie de la commission éducation et affaires culturelles à l'Assemblée nationale. Vous luttez notamment contre le décrochage scolaire. La formation, c'est la meilleure arme pour lutter contre le harcèlement scolaire? Alors je crois qu'il y a plusieurs façons de lutter contre le harcèlement scolaire et surtout il faut travailler sur une meilleure prévention et une meilleure détection des victimes. J'ai animé avec Laetitia Avia, qui a été donc rapporteure sur la loi sur le cyberharcèlement, des séquences de travail et des réunions à Plaisir et à Poissy, donc dans des classes ou dans des lycées, et nous avons rencontré des jeunes, nous avons également échangé avec le corps enseignant et nous avons eu, lors de ces
réunion 3 à 4 enfants qui ont craqué. Et en fait, ils n'avaient pas été détectés par le corps enseignant. Ils n'avaient pas été détectés comme ayant été ou comme étant des victimes de harcèlement. Ensuite, lorsqu'on a discuté avec Laetitia Avia du harcèlement, le corps enseignant nous a précisé qu'il y avait une problématique, de détection, parce qu'il y avait une problématique de formation. J'ai donc interpellé Jean-Michel Blanquer qui m'a précisé qu'effectivement, c'était une cause importante du quinquennat de mieux lutter contre le harcèlement et donc de former. Donc la formation passe également formation des enseignants, formation des parents d'élèves et formation des élèves. Et là, il y a beaucoup à faire parce que comme c'était précisé dans le reportage, avec les réseaux sociaux, avec Internet, le harcèlement, ça peut être nuit et jour. On arrive à la fin de cet entretien. Merci Florence Grosjean d'être venue sur notre plateau. Je le rappelle, vous êtes députée de la 12e circonscription des Yvelines. Pierre Bédier et Patrick Devedjian ont été auditionnés mardi à l'Assemblée nationale. Les élus ont défendu le projet de fusion des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, un rapprochement souhaité depuis janvier 2016. Les deux présidents ont répondu aux questions de 7 députés des circonscriptions concernées. Sur l'inquiétude d'un si grand département, quelle place aurait-il au cœur de la région Île-de-France? Voici quelques-unes de leurs réponses. Nous avons fusionné nos services à plus de 50%. Nous y avons d'ailleurs fait des gains de productivité très importants. Et notre objectif, c'est d'atteindre 200 millions d'économies chaque année par le seul fait de cette fusion. Ça nous a rendu aussi beaucoup plus efficaces. Pour nous, département des Yvelines, on voit bien qu'il y a un risque de glissement de richesse. Et nous voulons accompagner ce mouvement puisque nous voyons bien que ça part naturellement avec les Hauts-de-Seine et que ce serait trop long de vous l'expliquer, mais nos populations sont les mêmes, nos entreprises sont les mêmes, nos fluides sont les mêmes, on est les mêmes en réalité. Moins de 48 heures après l'incendie qui a ravagé le chapiteau de la Compagnie des Contraires à Chanteloup-les-Vignes, le président du conseil départemental Pierre Bédier s'est rendu sur place lundi midi. Le département a annoncé financer l'intégralité de la reconstruction de ce lieu culturel. Les détails de Aurélie Ronce. Même s'il tient encore debout, le chapiteau de la Compagnie des Contraires n'est pas au mieux de sa forme. Dans la nuit du 2 au 3 novembre, ce lieu culturel situé dans le quartier de la Noé à Chanteloup-les-Vignes a été la cible d'incendies criminels sous les yeux des habitants. J'étais apeurée, ça m'a vraiment attristée de voir un centre culturel comme ça brûler à cause d'échanges entre policiers et jeunes de quartier. Inauguré l'an dernier, l'Arche propose aux jeunes de s'initier aux arts du cirque et de la danse, un espace culturel qui accueille également des spectacles. La perte matérielle se chiffre à plus d'1 million d'euros. Il y a tout le matériel qui est nécessaire au cirque et c'est un matériel qui coûte très cher, des installations extrêmement importantes. Ça va falloir le chiffrer. Il y a tout le matériel qui servait aussi au spectacle parce que c'était aussi un lieu de spectacle, c'était un lieu d'art sous toutes ses formes. Ce chapiteau est géré par l'association La Compagnie des Contraires, présente depuis près de 30 ans dans la ville. Le département des Yvelines a décidé de prendre en charge l'intégralité de la reconstruction de la structure. Lorsque ces cités populaires sont confrontées à cet océan de conneries, j'ai fini par dire mon mot, eh bien nous serons là aux côtés des maires, quels qu'ils soient. On va reconstruire le même. Voilà, donc c'est pas compliqué, on a les plans, il suffit de reprendre, on refait un appel d'offres. Il faudra d'ailleurs qu'on voit s'il est même possible de faire un appel d'offres restreint, enfin il faut aller vite. Dans moins d'1 an, on doit réinaugurer ce bâtiment. Ça relance le sourire, ça relance l'espoir et je pense que dès le moment où la population va entendre ça aussi, les élèves et tous les enfants qui viennent ici, voilà, l'espoir va revenir. En plus de la reconstruction du chapiteau, le département des Yvelines va allouer une aide exceptionnelle à la ville de Chanteloup-les-Vignes pour notamment renforcer ses équipes de sécurité et de médiation. Le lendemain, ce sont 3 ministres qui ont visité les lieux. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, et Julien Denormandie, ministre auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Ils ont annoncé que l'État participerait à la reconstruction chiffrée à 800 000 €. Enfin, vendredi matin, c'était au tour de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, de se rendre à Chanteloup-les-Vignes pour annoncer le financement intégral du chapiteau provisoire et le lancement en 2020 d'un fonds de 500 000 € pour le spectacle vivant dans les quartiers populaires.
Autre commune qui a reçu une visite d'État, Carrières-sous-Poissy. Brune Poirson, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, s'est rendue sur le site de dépôt sauvage. Avec ses 38 000 tonnes de déchets, la décharge sauvage de Carrières-sous-Poissy est l'une des plus grandes de France. La lutte contre ce phénomène est l'un des piliers du projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. L'État va verser 800 000 € pour aide au nettoyage d'un coût total de 3 millions d'euros. Manon Varaldo a rencontré Brune Poirson. Nous allons créer un régime spécial de sanctions pour permettre de donner aux maires, ceux qui sont au contact malheureusement, et on l'a vu avec le drame du décès du maire de Signes cet été, pour eux qui sont en première ligne, aient les moyens véritablement de s'attaquer immédiatement à ceux qui commettent ces actes illégaux et insupportables. Avant de conclure cette édition, nous tenions à rendre hommage à Denis Mondineux. Il s'est éteint le 27 octobre dernier à l'âge de 76 ans. C'est l'un des artistes dont les œuvres sont les plus présentes sur l'agglomération. Devant la gare de Montigny-le-Bretonneux, devant des groupes scolaires à Magny-les-Hameaux et à Voisins-le-Bretonneux, vous avez forcément vu l'une de ces sculptures. La plus connue se trouve à la sortie du centre commercial Espace Saint-Quentin. Son inauguration remonte à 2000. Retour en images. Ça me détend quand je passe, quoi. Au moins je les regarde, ces œuvres. Je trouve ça un peu gros, un peu trop, je sais pas, c'est trop figuratif, trop représentatif. Ça égaye un peu la ville qui est un peu tristounette quand même, quoi. J'ai vu la même chose en Belgique, où il y avait des œuvres comme ça dans les rues, et il y a déjà 10 ans. Et je me disais, c'est une bonne idée. Les sculptures en terre cuite de Denis Mondineux, sagement installées rue Le Nôtre à Montigny, font réfléchir nos contemporains. La semaine dernière, l'artiste a inauguré l'ensemble après 3 ans de travail. Le thème, l'intérieur à l'extérieur, il fallait y penser. Faire des touches de lumière, des volumes, et pour pouvoir planter faire des espaces verts, des arbres, pour animer cette rue. Quand ils rentrent de leur travail, le fait de passer là, ça les incite peut-être à oublier le trajet en métro qu'ils viennent de faire et se dire tiens, je me mettrais bien dans mon canapé. Les habitants s'y sentent d'ailleurs tellement bien qu'ils n'ont pas hésité à s'approprier cette œuvre d'art devenue publique. Les graffitis y ont fleuri. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Comme promis, on se quitte avec des images en musique des collégiens de Villepreux qui chantent la Madelon en commémoration de l'armistice. Votre actualité est à retrouver dès mardi avec le 7-8 journal. Bon week-end sur TV78.